La France est en état d'urgence, comme on dit, hein. Donc tout le monde est en état de surveillance. Et monsieur le ministre, il ne fait que son boulot. C'est tout à fait normal de voir ce qui se passe, notamment des rassemblements de grand public. Et l'UEF, on a l'habitude donc de rassembler des milliers et des milliers de personnes, notamment au Bourget. Et à la veille de chaque manifestation, nous avons l'habitude. Hein. Donc nous avons l'habitude d'être à chaque fois interrogés sur la manifestation, sur les conférenciers que nous invitons. Un certain nombre de conférenciers, bien sûr, ne répondent pas à un profil bien déterminé. Et nous avons l'habitude à l'UEF de traiter notamment avec ceux qui viennent dans nos manifestations et avec ceux qui observent nos manifestations de plus près. Vous avez l'habitude de ça. On parle de ces trois intervenants, hein, finalement, que vous avez renoncé à inviter demain à Lille dans un souci d'apaisement. C'est ce que vous avez dit. On parle quand même d'un Syrien qui réclame la peine de mort pour les homosexuels, d'un Marocain qui prône la haine des Juifs, d'un Saoudien qui propose de tuer les gays et les pédophiles. Pardon, mais j'ai toujours pas compris pourquoi est-ce qu'il a fallu vous demander de renoncer à les inviter. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette proposition au départ ? Premièrement, ces personnes, ce n'est pas la première fois qu'ils viennent ici en France et en Europe. Hein. Donc il s'agit d'un député marocain qui est très connu sur la scène internationale. Il s'agit d'un savant, d'un éminent savant syrien que tout le monde connaît. Et il s'agit d'un psalmodeur du Coran, un imam de l'Arabie Saoudite. Une fois qu'on nous a sorti ce qu'ils ont dit, on ne peut pas se retrouver notamment dans des propos qui ont été dits vis-à-vis notamment des homosexuels et vis-à-vis des juifs. Tout de suite, donc on a arrêté cette polémique et on les a déprogrammés pour que la manifestation qui, à nos yeux, c'est la chose la plus importante, c'est pas l'invité en lui-même qui nous intéresse le plus, c'est la manifestation. Donc nous allons demain à Lille, dans le Nord, rassembler quelques 5 à 6 000 jeunes pour leur parler, notamment de leur place dans la société, de leur insertion, de la radicalisation, de la violence. Et c'est pas tel ou tel conférencier qui va bloquer notre manifestation. D'accord, Amar Lasfar, mais vous nous dites, vous avez découvert vraiment, vous avez été surpris d'apprendre ces propos de ces trois intervenants, alors que c'est vous qui dirigez aujourd'hui l'UEF. Sérieusement. Vous savez, diriger l'UEF, c'est pas être membre d'une commission, notamment de la thématique. Vous savez comment fonctionne, il faut voir de plus près comment fonctionne l'UEF. L'UEF, c'est une structure, c'est une fédération de quelques 200 à 280 associations. Et puis il y a une commission qui est chargée de la thématique comme chaque année. Et c'est la commission qui invite les conférenciers. Le président ne met pas son nez dans tout ce qui se passe dans la fédération. Imaginez qu'au Bourget, Amar Lasfar, le président, il va savoir tout ce qui se passe et notamment 150 à 160 intervenants qui viennent chaque année au Bourget. Mais quand on découvre notamment ce que nous avons découvert, eh ben on agit tout simplement. Donc vous allez peut-être découvrir dans l'après-midi que d'autres intervenants peuvent avoir des propos contre les homosexuels ou contre d'autres populations. Est-ce que vous comprenez que votre proximité avec l'organisation des frères musulmans puisse poser problème aujourd'hui, puisque visiblement c'est ce qu'on vous reproche ? Aujourd'hui, si on lit la presse depuis quasiment une semaine ou 10 jours, hein, donc ce qu'on nous reproche aujourd'hui, c'est même pas les conférenciers ou les propos de tel ou tel conférencier. Aujourd'hui, on parle de cette fédération, c'est comme s'il vient de naître. L'UEF, il a 33 ans d'existence, il n'a pas à faire ses preuves, elle les a faites, il est partie prenante de toutes les structures de structuration et de représentation du culte musulman, il est un des interlocuteurs privilégiés, notamment de l'administration, mais aujourd'hui, on parle de cette fédération qui, entre guillemets, il a une proximité avec les frères musulmans. Or, les frères musulmans, aujourd'hui, c'est une école de pensée. Ils se trouvent partout dans le monde. Ils s'appellent au Maroc développement, justice et développement. En Turquie, la même chose. En Tunisie, Nahda. En Algérie, Hamas. Et partout, c'est une école de pensée qui n'a pas de frontières géographiques. Or, nous, en France, on s'est jamais défini comme frères musulmans. On se contente de nous qualifier proches. On vous a laissé le soin, vous les journalistes, de nous qualifier proches. Mais on est aussi proches aussi du mouvement justice développement au Maroc, en Algérie, en Tunisie, parce que nous faisons partie de cette école réformatrice qui date de plusieurs siècles. Aujourd'hui, ne traiter que nous faisons partie des frères musulmans, c'est une accusation gratuite et sans fondement. Moi, je l'assume, je dis que je suis une fédération franco-française et mon siège
D'accord. Amar Lasfar, on a compris ce que vous nous dites, mais est-ce que l'islam de France que vous entendez promouvoir aujourd'hui, c'est aussi le but de ce colloque, est-ce que l'islam de France aujourd'hui, c'est un mélange, on va dire, d'une frange libérale, l'imam de Bordeaux par exemple qui est invité, et justement d'inspiration des frères musulmans ou de Tariq Ramadan par exemple? Vous savez, hier, il y a quelques mois, donc on traitait aussi Tariq Oubour de frères musulmans. Donc tout celui qui a une barbe ou celle qui porte un foulard, il est appelé frère ou frère musulman, sœur musulmane. Aujourd'hui, l'islam de France est un chantier. Il n'est pas figé. Nous sommes en train de le construire. On ne peut pas casser et on ne peut pas aller au détriment de tout ce qui se passe dans notre pays. L'islam de France, il est riche de ses origines, il est riche de ses richesses, notamment parce que nous composons une communauté qui vient de partout dans le monde, du monde musulman. Mais aujourd'hui, il faut aller de l'avant et essayer de se réunir autour d'une table et essayer de penser cet islam de France en matière de théologie, en matière de fatwa, en matière de formation des imams. Mais on ne peut pas casser une présence musulmane avec ses différentes richesses sous prétexte de faire quelque chose franco-français.